Sur son balai, Magra planait à 100 mètres au-dessus des frontières de l'Ancre, côté sens direct, et regardait en contrebas un océan de brume, d'où émergeait de temps en temps la cime d'un arbre comme un rocher couvert d'algues à marée haute. Une lune bombée flottait au-dessus d'elle, sans doute gibbeuse une fois de plus. Même un petit croissant eût été préférable, se disait-elle, plus à propos. Elle frissonna et se demanda où se trouvait en ce moment Mémé du temps. On connaissait, on redoutait le balai de la vieille sorcière dans tout l'espace aérien de l'Ancre. Mémé s'était initiée au vol sur le tard, et passé la première méfiance, y avait pris goût comme une mouche bleue à une vieille tête de poisson. L'ennui, c'est qu'elle ne connaissait de trajectoire que la ligne droite de A à B et n'arrivait pas à comprendre que d'autres usagers puissent revendiquer de quelconques prérogatives. Les plans de vol migratoire de tout un continent en avaient été chamboulés. Une évolution rapide au sein de la jante ailée locale avait produit une génération d'oiseaux qui volaient sur le dos afin de garder les cieux à l'œil. Cette aveugle conviction que tout devait s'écarter de son chemin s'était étendue aux autres sorcières, aux très grands arbres et, à l'occasion, aux montagnes. Mémé avait aussi violenté les nains qui vivaient sous les montagnes, et dans une angoisse perpétuelle pour leur faire gonfler la puissance de l'engin. Plus d'un volatile sans méfiance avait pondu un œuf en plein ciel en apercevant soudain Mémé, le regard mauvais, qui lui fondait dessus, agrippé à son manche. Bon sang, songea Magra, j'espère qu'elle n'a rencontré personne. Une brise nocturne la fit doucement tourner sur elle-même comme une girouette sans fixation. Elle frissonna encore et plissa les yeux en direction des montagnes au clair de lune. La haute chaîne du Bélier, dont les apics gelés et les abîmes verts de glace ne reconnaissaient ni roi ni cartographe. L'ancre ne s'ouvrait sur le monde que du côté bord. Le reste de ses frontières avait l'air aussi dentelé que la gueule d'un loup et beaucoup plus infranchissable. De cette altitude, il était possible d'embrasser tout le royaume. Il y eut un bruit de déchirure dans le ciel au-dessus d'elle, une rafale de vent qui la fit à nouveau tournoyer sur elle-même, et un cri déformé par l'effet Doppler. Arrête de rêver, ma fille. Elle pressa des genoux les brins du balai et lui fit prendre de l'altitude. Il lui fallut plusieurs minutes pour rattraper Mémé, qui se tenait complètement allongée sur son manche pour réduire la prise au vent. Des cimes d'arbres sombres rugissaient loin en dessous lorsque Magra arriva près de son aîné. Mémé se tourna vers elle, une main sur son chapeau pour le maintenir en place. Pas trop tôt, fit-elle sèchement. Mais t'as vu qu'il me reste pas plus de quelques minutes de vol. Allez, approche-toi. Elle tendit la main. Magra l'imita. Mal assurées sur leurs engins qui se cabraient et piquaient du nez chacun dans le sillage de l'autre, elles se touchèrent le bout des doigts. Le bras de Magra lui picota pendant que le pouvoir la parcourait. Note de bas de page. Sans doute la toute première tentative de ravitaillement en vol d'un balai. Le balai de Mémé fit un bond en avant. Laissez-moi un peu cria Magra. Faut que je redescende, moi. Ça devrait pas être difficile hurla Mémé par-dessus le hurlement du vent. Je veux dire, c'est les sauves. T'es une sorcière, non? Au fait, t'as né le cacao, je me les gèle, moi, ici. Magra hocha la tête au désespoir et de sa main libre passa une bouteille dans un paillon. Bien, Mémé. Bravo, on se retrouve au pont de l'Ancre. Elle dégagea ses doigts. Magra s'éloignait en tourbillonnant, secouée par le vent, fermement accrochée à un balai qui, désormais, elle en avait peur, gardait encore autant de portance aérienne qu'un bout de bois de chauffage. Sûrement pas en mesure de retenir une femme adulte, à qui l'index de la gravité faisait signe d'approcher. Tandis qu'elle chutait vers le toit de la forêt en un long plongeon à plat, elle se dit qu'il y avait peut-être quelque chose de flatteur dans le refus catégorique de Mémé Siredutan de prendre en compte les problèmes des autres. Ça laissait entendre qu'elle les jugeait, les autres, parfaitement capables de se débrouiller tout seuls. Un sortilège de changement serait sans doute tout indiqué. Magra se concentra. Ma foi, ça marchait apparemment. Rien, aux yeux d'un mortel, n'avait en fait changé. Ce que Magra avait effectué n'était qu'un simple réglage du processus mental. La sorcière désemparée et légèrement paniquée qui planait inexorablement vers un sol inhospitalier avait fait place à une femme réfléchie, lucide, optimiste, positive, parfaitement sereine, qui s'assumait totalement et savait d'où elle venait, même si malheureusement rien n'avait changé quant à sa destination. Mais elle l'appréhendait moins. Elle talonna son balai et le fit cracher ses dernières gouttes de puissance dans un emballement brutal qui l'envoya à zigzaguer au ras de la forêt, à peine un mètre au-dessus des arbres.
Alors qu'il perdait encore de l'altitude et commençait à tracer un sillon dans le feuillage de la nuit, elle se tendit, pria les dieux de la forêt incidemment à l'écoute d'atterrir sur quelque chose de mou et lâcha tout. Il existe sur le disque 3000 dieux majeurs connus, et les théologiens des organismes de recherche en découvrent de nouveaux toutes les semaines. En dehors des dieux secondaires des rochers, des arbres et de l'eau, il y en a deux qui hantent les montagnes du Bélier. Hoki, mi-homme mi-chèvre, farceur invétéré, banni de Dune Manifestine pour avoir servi la vieille blague du Guy Péteur à Yo l'aveugle, chef de tous les dieux, et puis Ern le traqué, la déité craintive et terrifiée de toutes les petites créatures à fourrure vouées à finir leur jour dans un craquement et un couinement bref. L'un comme l'autre aurait pu postuler pour le petit miracle qui se produisit alors, car, dans une forêt truffée de rochers glacés, de souches aux arêtes vives et de buissons d'épines, Magra atterrit sur quelque chose de mou. Mémé, pendant ce temps, accélérait vers les montagnes pour la seconde étape de son périple. Elle avala le cacao hélas tiède et, soucieuse de préserver l'environnement, laissa tomber la bouteille en survolant un lac en altitude. Apparemment, pour Magra, une alimentation roborative consistait en 2 sandwichs œufs cressons dont elle avait découpé la croûte et qu'elle avait amoureusement et soigneusement décoré, nota Mémé avant que le vent ne le balaye, d'un menu brin de persil dessus. Mémé contempla un moment les sandwichs, puis elle les mangea. Un gouffre surgit qu'obstruait encore la neige hivernale. Étincelle minuscule dans les ténèbres, point de lumière sur fond de pic monstrueux, Mémé se lança dans le dédale des montagnes du Bélier. De son côté, dans la forêt, Magra se redressait en position assise et s'enlevait distraitement une brindille des cheveux. À quelques pas de là, le balai chut à travers les arbres dans une pluie de feuilles. Un gémissement et un frêle tintement timide la firent fouiller l'obscurité des yeux. Une silhouette indistincte cherchait quelque chose à 4 pattes. « Je vous ai atterri dessus ?» fit Magra. « Quelqu'un l'a fait, en tout cas, » répondit le fou. Ils se rapprochèrent en rampant. « Vous ici ? Vous ici ? Qu'est-ce que vous faites là ?»« Foi de fou, je marchais par terre, » fit le fou. « C'est assez courant, vous savez. Je ne suis pas le premier. Rien d'original là-dedans. Manque d'imagination peut-être, mais eh bien, je m'en suis toujours contenté. »« Je vous ai fait mal ? » ?»« Je crois que nous deux clochettes ne s'en remettrons pas. » Le fou tâtonna dans le terreau de feuilles et finit par remettre la main sur son chapeau détesté. « Clong !» affirma le couvre-chef. « Complètement écrabouillé, ma foi, dit-il, mais il s'en recoiffa quand même. Il parut se sentir mieux et poursuivit. « La pluie, oui, la grêle, oui, même les cailloux. Les poissons et les grenouilles, d'accord, les femmes, non, jamais avant ce jour. Est-ce que ça risque de se reproduire ?»« Vous avez la tête sacrément dure, » fit Magra en se remettant debout. « La modestie m'interdit tout commentaire, » dit le fou qui se rappela soudain à ses devoirs et s'empressa d'ajouter « Je vous prie. » Ils se dévisagèrent à nouveau, la cervelle en ébullition. Magra songeait. Nounou m'a dit de bien le regarder. Je le regarde. Il a toujours le même air. Un petit bonhomme triste et maigre, dans un costume ridicule de bouffon quasiment bossu. Puis, tout comme un ou deux renflements par-ci par-là dans un nuage deviennent soudain galions ou baleines aux yeux de l'observateur, Magra se rendit compte que le fou n'était pas un petit bonhomme. Il était au moins de taille moyenne, mais il se rapetissait volontairement. Il se voûtait les épaules, s'arquait les jambes et marchait à demi accroupi. On aurait dit qu'il gambadait sur place. « Je me demande ce qu'a encore remarqué Gita Hogg, » songea-t-elle intriguée. Il se frotta le bras et lui adressa un sourire de guingois. « Je suppose que vous n'avez aucune idée d'où nous sommes ?» demanda-t-il. « Les sorcières se perdent jamais, » déclara Magra, « mais ça leur arrive de s'égarer momentanément. L'encre, c'est par là-bas, il me semble. Faut que je trouve une colline, si vous voulez bien m'excuser. Pour voir où nous sommes ? Pour voir quand, plutôt. Il y a beaucoup de magie dans l'air ce soir. »« Ah bon ? Alors je crois que je vais vous accompagner, » ajouta le fou, chevaleresque, après avoir prudemment fouillé du regard l'obscurité peuplée d'arbres qui le séparait de ces dalles du château. « Je ne voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose. » Mémé se couchait autant qu'elle le pouvait sur le balai, tandis qu'il franchissait en trombe les abîmes montagneux vierges de toute piste. Elle se penchait d'un côté puis de l'autre, dans l'espoir d'améliorer le pilotage qui paraissait curieusement se gâter.
Les flocons de neige qui tombaient derrière elle se soulevaient brusquement au souffle de son passage et tournoyaient en d'étranges spirales. Des vagues de neige croûtée, dressées en équilibre depuis le début de l'hiver au-dessus des vallées glaciaires, tremblaient, puis entamaient leur longue chute silencieuse. Le grondement d'une avalanche ponctuait régulièrement son vol. Elle baissa les yeux sur un paysage de mort subite et de beauté déchiquetée, et sut que lui aussi la regardait dans son sommeil, de son côté, comme on observerait un moustique dans un demi-sommeil. Elle se demanda s'il comprenait son intention. Elle se demanda s'il la ferait tomber plus en douceur pour autant, et se réprimanda mentalement d'avoir eu pareille pensée. Non, le pays n'était pas comme ça. Il ne marchandait pas. Il donnait beaucoup et prenait de même. Un chien mord toujours plus fort la main du vétérinaire. Puis elle sortit des montagnes, bondissant si près par-dessus le dernier pic qu'une de ses chaussures se remplit de neige, et elle plongea à toute allure vers les basses terres. La brume, jamais très loin dans les montagnes, fut de retour, mais cette fois elle passait à l'attaque, comme une mer épaisse et argentée devant la sorcière. Mémé gémit. Quelque part au beau milieu de la purée de pois, Nounouog flottait, et lampait régulièrement au goulot d'une flasque dégorgée préventive contre le froid. C'est ainsi que Mémé, chapeau et cheveux gris dégoûtants d'humidité, chaussures semant des bouts de glace, entendit une voix lointaine et assourdie expliquer avec entrain aux cieux invisibles que le hérisson avait moins de soucis à se faire que la plupart des autres mammifères. Tel le faucon qui vient de repérer un petit signal duft dans l'herbe, tel le germe errant interstellaire de la grippe qui vient de voir passer une jolie planète bleue, Mémé fit virer son balai et fonça à travers les vagues suffocantes. Viens-t'en hurla-t-elle, ivre de vitesse et de joie, et son cri tombant de 150 mètres priva cruellement de son dîner un loup de passage. Tout de suite, Guetaog Nounouog lui saisit la main avec une grande réticence, et les deux balais remontèrent en flèche dans le ciel clair, illuminé d'étoiles. Le disque, comme toujours, donnait l'impression que le créateur l'avait spécialement conçu pour qu'on le regarde du dessus. Des serpentins de nuages blancs et argentés s'étiraient jusqu'au bord, formaient des tourbillons de 1000 kilomètres sous l'effet de la rotation du monde. Derrière les balais emballés, la nappe maussade de brouillard fut aspirée vers le haut en un tunnel tire-bouchonné de vapeur blanche, si bien que les dieux qui regardaient, car ils regardaient sûrement, devaient prendre ce vol dément pour un sillon dans le ciel. À 300 mètres d'altitude, et alors qu'elles grimpaient toujours, les deux sorcières se chamaillaient une fois de plus. « C'était une idée parfaitement débile, Nounou. J'ai jamais aimé monter si haut. »« T'as amené quelque chose à boire ? » ?»« Évidemment, comme t'as dit. »« Alors ? » ?»« Je l'ai bu, figure-toi. Pour rôder à cette hauteur à mon âge. Mon Jason, ça lui flanquerait une attaque. » Mémé grinça des dents. « Bon, passe-moi de la puissance, dit-elle. Je commence à perdre de la hauteur, c'est incroyable comme... » La voix de Mémé se perdit dans un cri, lorsque, sans prévenir, son balai fit brusquement un soleil à travers les nuages et chuta hors de vue. Le fou et Magra étaient assis sur une bûche, au sommet d'un petit affleurement rocheux qui donnait vue jusque de l'autre côté de la forêt. Les lumières de la ville de l'Ancre n'étaient pas très loin, mais ni l'un ni l'autre n'avaient proposé de partir. L'espace entre eux crépitait de pensées inexprimées et de folles suppositions. « Ça fait longtemps que vous êtes fou ? » demanda poliment Magra. Elle rougit dans le noir. Vu l'ambiance, la question semblait d'une rare inconvenance. « Depuis toujours, répondit amèrement le fou. Je me suis fait les dents sur des clochettes. Ça se transmet de père en fils, j'imagine. Je n'ai jamais beaucoup connu mon père. Il est parti faire le fou pour les seigneurs de Couillon quand j'étais petit. Une dispute avec mon grand-père. Il revient de temps en temps voir ma maman. C'est affreux. Il y eut un tintement mélancolique lorsque le fou haussa les épaules. Il se souvenait vaguement de son père, comme d'un petit bonhomme aimable, aux yeux comme deux huîtres. Une audace capable de le dresser contre le grand-père n'était sûrement pas dans sa nature. Le bruit des deux costumes à clochettes qu'agitait la colère hantait encore sa mémoire, bien assez encombrée de scènes pénibles comme ça. « Quand même !» fit Magra, la voix plus aiguë que d'habitude et vibrante d'incertitude. « Ça doit être une existence plaisante. Faire rire les gens, je veux dire. » Comme il ne répondait pas, elle se tourna vers lui. Il avait la figure pétrifiée. À voix basse, comme si Magra n'était pas là,
Le fou parla. Il parla de la guilde des fous et drilles d'Ankh-Morpork. La plupart des visiteurs la confondaient au premier abord avec les bureaux de la guilde des assassins, c'est-à-dire l'ensemble de bâtiments clairs et agréables d'à côté. Les assassins ne manquaient jamais de capitaux. Les jeunes fous qui s'escrimaient à apprendre leurs leçons par cœur dans des salles immeublement glaciales jusqu'en plein été entendaient parfois les jeunes assassins s'amuser par-dessus le mur, et ils les enviaient, même si, bien sûr, le nombre de voix flûtées se réduisait notablement en fin de trimestre. Les assassins croyaient aussi au concours. Du reste, toutes sortes de bruits parvenaient à franchir les hauts murs sinistres sans fenêtres, et à force de questionner les serviteurs, les jeunes fous se faisaient une idée de la ville dehors. Il y avait des tavernes, là, et des parcs. Tout un monde qui s'agitait, auquel les étudiants des universités comme les apprentis des guildes prenaient une part active. Ils faisaient des farces, ou bien couraient en criant, ou encore vomissaient partout. On y entendait des rires qui ne tenaient pas compte des 5 cadences ni des 15 inflexions. Et ce qui donnait lieu à des discussions nocturnes entre pensionnaires dans les dortoirs. On y pratiquait l'humour libre, illicite, au mépris du livre de la note à tout casser, du conseil ou de qui que ce soit. Là, dehors, de l'autre côté de la maçonnerie souillée, on se racontait des blagues en faisant fi des seigneurs de la déraison. C'était une pensée qui dégrisait. Enfin, qui ne dégrisait pas réellement, vu que l'alcool n'était pas autorisé. L'utile était qu'elle l'eût fait. Et puis rien ne dégrisait plus que la guilde. Le fou parla en termes amers du formidable et rougeau frère farceur, des soirées à étudier les joyeuses plaisanteries, des longues matinées dans le gymnase glacial à se pénétrer des 18 chutes sur le derrière, et de la trajectoire agréée des tartes à la crème, et à jongler, jongler. Frère Badin, professeur à l'âme comme de la ficelle bouillie froide, enseignait le jonglage. Ce qu'il mettait dans une fureur noire, ce n'était pas que le fou jongle de travers. Les fous étaient censés donc jongler de travers, surtout avec des objets naturellement désopilants, comme des tartes à la crème, des torches enflammées, ou des fendoirs terriblement tranchants. Ce qui mettait frère Badin en rage, et le faisait gesticuler tout rouge dans un bruit de clochette, c'était que le fou jonglait de travers parce qu'il n'y arrivait pas. Vous ne vouliez pas faire autre chose demanda Magra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre répondit le fou. Je n'ai rien trouvé d'autre à faire. On autorisait les élèves fous à sortir, en dernière année d'apprentissage, mais au prix de tout un catalogue de restrictions effroyables. Tandis qu'il gambadait piteusement dans les rues, il avait vu pour la première fois des mages circuler avec la dignité de chars de carnaval. Il avait vu les assassins survivants, jeunes dandys rigolards vêtus de soie noire, sous laquelle on les sentait aussi acérés que des poignards. Il avait vu des prêtres aux costumes fantastiques, que gâchait un peu le tablier sacrificiel en caoutchouc dont ils se protégeaient lors des offices majeurs. Chaque métier, chaque profession avait sa tenue, constatait-il, et il avait alors compris que son uniforme à lui avait été soigneusement et méticuleusement conçu pour donner à qui le portait l'air d'un parfait crétin. Malgré tout, il avait persévéré. Il avait passé sa vie à persévérer. Il avait persévéré précisément parce qu'il n'avait aucun talent, et que son grand-père l'aurait écorché vif sinon. Il avait mémorisé les blagues autorisées jusqu'à ce que la tête lui bourdonne, et s'était encore levé plus tôt le matin pour jongler jusqu'à ce que ses coudes gémissent. Il avait enrichi sa connaissance du vocabulaire comique jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les grands seigneurs de la déraison à pouvoir le comprendre. Il s'était livré à ses cabrioles et à ses clowneries avec une détermination aussi farouche qu'impénétrable, avait été reçu major de sa promotion et récompensé de la vessie d'honneur. Il l'avait lâché dans les cabinets une fois rentré chez lui. Magra restait silencieuse. Le fou lui demanda. Comment vous avez fait pour être sorcière? Je veux dire, vous avez été dans une école ou ailleurs? Oh, non. Ma bonne pleurniche est juste descendue au village un jour. Elle nous a toutes mises en rang, nous autres, les filles, et elle m'a choisi. On choisit pas le métier, c'est lui qui vous choisit. Oui, mais à partir de quand vous devenez véritablement une sorcière? Quand les autres sorcières vous traitent comme telle, je suppose. Magra soupira. Ça leur arrive un jour, ajouta-t-elle. Je croyais qu'elles allaient y venir après mon sortilège dans le couloir. Il était pas mal réussi en fin de compte. Foi de fou, un vrai rite de passage alors, fit le bouffon, incapable de se retenir.
Magra lui lança un regard vide d'expression. Il toussa. Les autres sorcières, ce sont les deux vieilles dames demanda-t-il, retombant dans sa mélancolie habituelle. Oui. Très forte personnalité, j'imagine. Très, fit Magra avec conviction. Je me demande si elles ont déjà rencontré mon grand-père. Magra se regarda les pieds. Elles sont très gentilles, à vrai dire. C'est seulement que, quand on est une sorcière, on pense pas aux autres. Je veux dire, on pense à eux, mais on pense pas vraiment à ce qu'ils ressentent, tu vois ce que je veux dire. Enfin, sauf si on y pense, quoi. Elle se regarda, encore les pieds. Vous n'êtes pas comme ça, vous, dit le fou. Écoutez, je voudrais que vous arrêtiez de travailler pour le duc, fit désespérément Magra. Vous savez comme il est. Il torture les gens, il met le feu à leur chaumière et tout. Mais je suis son fou. Un fou doit être loyal à son maître jusqu'à la mort. C'est la tradition, je le crains, c'est très important la tradition. Mais vous aimez même pas ça, faire le fou. Ça me sort par les yeux, mais ça n'a rien à voir dans l'affaire, puisque je suis fou. Autant le faire correctement. C'est vraiment de la bêtise. De la folie, je préfère. Le fou s'était glissé le long de la bûche. Si je vous embrasse, osa-t-il avec prudence, est-ce que je vais me changer en grenouille? Magra se regarda une fois de plus les pieds, lesquels se traînèrent sous sa robe, gênés de cet excès d'attention. Elle sentait les ombres de Gitaog et des messirs du temps qui l'encadraient. Le spectre de Mémé lui jeta un regard noir. Une sorcière est toujours maître de la situation, dit-il. Maîtresse, rectifia la vision de Nunuog, qui fit un geste bref, où intervenaient fort sourire et mouvement des avant-bras. On verra bien, dit-elle. Ce devait être le baiser le plus impressionnant dans toute l'histoire des préludes amoureux. Le temps, ainsi que Mémé Sire du Temps l'avait souligné, est une notion subjective. Les années que le fou avait passées à la guilde lui avaient paru une éternité, alors que les heures avec Magra sur la colline 2 minutes au plus. Et, très loin au-dessus de l'ancre, 2 poignées de secondes s'étiraient comme du caramel en heures de hurlements terrifiés. « De la glace !» hurla Mémé. « C'est tout glacé !» Nunuog s'approcha d'elle, s'efforçant vainement de suivre la même route que le balai qui plongeait et se cabrait. Du feu octarine crépitait sur les brins gelés et les court-circuitait au hasard. Elle se pencha et agrippa à pleine main la jupe de Mémé. « Je t'avais dit que c'était idiot !» brailla-t-elle. « T'as passé par tout ce brouillard humide et puis t'es monté dans l'air froid, espèce d'imbécile de manche !»« Tu me lâches la jupe, Gitaog !»« Elle attrape la mienne, t'as le feu derrière !» Elles crevèrent la couche de nuages et hurlèrent à l'unisson lorsque le sol couvert d'arbustes émergea de nulle part pour foncer à leur rencontre. Et les croiser. Nunuog découvrit en dessous d'elle une perspective sombre au fond de quoi elle distingua vaguement un bouillonnement d'écume blanche. Elles avaient franchi le bord de la gorge de l'encre. De la fumée bleue s'échappait à flot du balai de Mémé, mais elle tenait bon, résolue, et elle le força à virer. « Qu'est-ce que tu fous ?» rugit Nounou. « Je peux suivre la rivière !» brilla Mémé par-dessus le crépitement des flammes. « T'inquiète pas !»« Tu montes avec moi, t'entends ? C'est fichu, tu peux plus y arriver !» Il y eut une petite explosion derrière Mémé, et plusieurs poignées de brins enflammés se détachèrent et disparurent en tournoyant dans les profondeurs grondantes de la gorge. Son balai fit un brusque écart, et Nounou la saisit par les épaules au moment où une goutte de feu sectionnait une nouvelle ligature. Le balai embrasé lui fila en flèche entre les jambes, zigzaga et partit en chandelle, des étincelles dans son sillage, avec un bruit de doigts humides frottés sur le bord d'un verre à pied. Nounou se retrouva tête en bas, les messieurs du temps pendus au bout de son bras. Elles se regardèrent fixement et se mirent à hurler. « Je peux pas te remonter !»« Ben moi, je peux pas te grimper, pas vrai ? Fais pas l'enfant, Guitare !» Nounou réfléchit. Puis, elle lâcha tout. Une jeunesse aventureuse et 3 mariages avaient doté les cuisses de Nunuog de muscles capables de briser des noix de coco. Et les forces d'accélération l'aspirèrent lorsqu'elle l'obligea le balai à piquer comme une flèche et à virer en une boucle serrée. Elle aperçut devant elle Mémé Sire du Temps qui tombait comme une pierre, une main agrippée à son chapeau, l'autre s'efforçant d'empêcher la gravité de regarder sous ses jupes.
Nounou poussa son balai qui gémit, attrapa sa collègue au vol par la taille, se démena pour redresser l'engin en position horizontale et se détendit. Un silence s'ensuivit, que rompit Mémé du temps. Fais plus jamais ça, Guitaog. Promis. Maintenant demi-tour. On va au pont de l'Ancre, tu te rappelles? Obéissante, Nounou fit virer le balai, frottant les parois du canyon au passage. C'est encore à des kilomètres, dit-elle. Je veux y arriver, répliqua Mémé. La nuit est loin d'être finie. Ça suffira pas, m'est ta vie. Une sorcière, ça connaît pas le sens du mot échec, Guita. Elles jaillirent à nouveau dans un ciel dégagé. L'horizon traçait une ligne de lumière dorée, à mesure que l'aube apathique du disque se répandait aussi vite qu'elle pouvait sur le monde, et passait au bulldozer les faubourgs de la nuit. Esmé, fit Nounou au bout d'un moment. Quoi? Ça veut dire manque de réussite. Elles volèrent dans un silence glacé pendant plusieurs secondes. Je parlais de façon je sais pas quoi, au figuré. Oh, bon, fallait le dire. La ligne de lumière était plus grasse, plus brillante. Pour la première fois, un léger doute infiltra l'esprit de Mémé du temps, étonnée de se retrouver dans un cadre aussi inhabituel. « Y a combien de coques à l'ancre » fit-elle d'une voix calme. « C'est de tes questions je sais pas quoi ?»« Je me demande, c'est tout. » Nounouog se tassa. Il y en avait 32 en âge de chanter, elle le savait. Elle le savait parce qu'elle les avait comptés la veille au soir, cette nuit même, et qu'elle avait donné ses consignes à Jason. Elle avait 15 enfants adultes, plus d'innombrables petits-enfants et arrière-petits-enfants, et ils avaient eu presque toute la soirée pour gagner leur position. Ça devait suffire. « T'as entendu » fit Mémé. « Du côté de Dodane ?» Nounou porta un regard innocent sur le paysage embrumé. Le son se propageait clairement dans ces premières heures du jour. « Quoi » fit-elle. « Une espèce de... Urk. Non ?» Mémé se retourna soudain. « Là-bas, dit-elle. Cette fois, j'ai bien entendu. Quelque chose comme Coricoeur. J'ai rien remarqué, Esmé, fit Nounou, qui souriait toute seule. Pont de l'Ancre droit devant. Et là-bas, juste en dessous, c'était bel et bien un couac. Le concert de l'aube, Esmé, je dirais. Regarde, il reste à peine 1 kilomètre. Mémé fusilla des yeux l'occiput de Nounou. Il se passe quelque chose, dit-elle. Aucune idée, Esmé. Tes épaules, elles tremblent. J'ai perdu mon châle tout à l'heure. J'ai un peu froid. Regarde, on y est presque. Mémé regarda vers l'avant, l'œil toujours aussi mauvais, prise de soupçon à ne savoir où donner de la tête. Elle allait découvrir le fin fond de tout ça, quand elle aurait le temps. Les madriers humides de la principale liaison de l'Ancre avec le monde extérieur défilèrent doucement sous les 2 sorcières. De la ferme d'élevage de poulets à 1 kilomètre de là monta un concert de couacs étranglés suivi d'un coup sourd. Et ça, c'était quoi alors? Peste des volailles. Attention, je vais nous poser. Tu te fous de moi? Je suis contente pour toi, mais c'est tout. Tu vas entrer dans l'histoire pour ce que t'as fait, tu sais. Elles planèrent entre les madriers du pont. Mais Messire du Temps mit prudemment le pied sur les planches glissantes et rectifia sa tenue. Oui, bon, ajouta-t-elle d'un air négligent. Mieux qu'Alice la Noire, c'est ce qu'on dira, poursuivit Nounouog. On dit n'importe quoi, rétorqua Mémé. Elle jeta un coup d'œil par-dessus le parapet au torrent écumant loin en contrebas, puis leva la tête vers l'affleurement rocheux, tout là-bas où se dressait le château de l'Ancre. « Tu crois qu'on dira ça ?» reprit-elle d'un air toujours aussi négligent. « Tu verras. »« Mais il faut que tu termines le sortilège, remarque. » Et Messire du Temps opina. Elle se tourna face à l'aube, leva les bras et termina le sortilège. Il est presque impossible d'exprimer par des mots le passage soudain de 15 ans et 2 mois. C'est beaucoup plus facile en images. Il suffit de montrer un éphéméride dont les feuilles s'envolent, une pendule dont les aiguilles tournent de plus en plus vite jusqu'à devenir floues, ou des arbres qui fleurissent et donnent des fruits en quelques secondes. Enfin, vous savez bien, le soleil devient une traînée ardente dans le ciel, les jours et les nuits défilent par saccades comme dans un mauvais zootrope. Les mannequins dans la vitrine du magasin d'en face s'habillent et se déshabillent plus vite qu'une stripteaseuse qui doit passer dans 5 boîtes à l'heure du déjeuner. Il ne manque pas de procédés, mais on n'en aura pas besoin parce que rien de tout ça ne se produisit. Le soleil fit quand même un léger écart, les arbres du côté bord de la gorge hurlèrent plus grands,
et Nounou ne put se débarrasser de l'impression qu'on venait de s'asseoir lourdement sur elle, de l'écrabouiller puis de la déplier. Tout ça parce que, disons-le franchement, le royaume ne voyageait pas dans le temps comme on l'entend d'ordinaire, ciel tremblotant et photographie ultra rapide. Il en faisait le tour, ce qui est beaucoup plus convenable, bien plus facile à réaliser, et ça évite de courir partout pour trouver un laboratoire en face d'un magasin de vêtements dont le même mannequin ornera la vitrine pendant 60 ans, partie d'opération traditionnellement la plus coûteuse en temps et en argent. Le baiser dura plus de 15 ans. Même les grenouilles n'arrivent pas à faire ça. Le fou se retira, les yeux vitreux, l'air ahuri. Vous n'avez pas senti le monde bouger demanda-t-il. Magra scruta la forêt par-dessus son épaule. Je crois qu'elle l'a fait, dit-elle. Fait quoi? Magra hésita. Oh, rien. Pas grand-chose, non. Un autre essai? Je crois qu'il n'était pas bien réussi, celui-là. Magra fit oui de la tête. Cette fois, il ne dura que 15 secondes. Il leur parut plus long.